Dans cette vidéo, nous verrons par quel mécanisme l'eau contenue dans les nuages tombe pour former les précipitations. Dans un nuage, l'eau peut se trouver sous ces trois phases: solide, sous forme de cristaux de glace, liquide, sous forme de gouttelettes d'eau, et gazeuse, sous forme de vapeur. Ces phases peuvent cohabiter dans certaines conditions de pression et de température qui vont dépendre essentiellement de l'altitude du nuage. Si le nuage est peu développé en altitude et qu'il reste à basse altitude sous l'isotherme 0 degrés Celsius, on parlera de nuage chaud. Si le développement altitudinal du nuage est important et qu'une partie se trouve sous l'isotherme 0 degrés Celsius, on parle de nuage froid. Il y a précipitation si les gouttelettes d'eau liquide présentes dans le nuage chutent jusqu'à atteindre le sol. Mais cette chute n'est pas systématique. Le mouvement des gouttelettes d'eau dans le nuage est régi par les forces qui s'exercent sur ces gouttelettes. Dans le nuage, il existe une forte turbulence de l'air et le vent engendre des forces ascendantes. Si ces forces ascendantes sont inférieures à la force de poids d'une gouttelette, alors la gouttelette se déplace vers le bas et précipite. La précipitation dépend donc d'une part de la turbulence de l'air dans le nuage et d'autre part du poids des gouttelettes. Le poids est directement lié à la masse de la goutte et donc à son diamètre. Dans des conditions atmosphériques peu turbulentes, le poids devient supérieur aux forces de vent pour des tailles de gouttes de pluie relativement petites, d'un diamètre de l'ordre de 0,2 à 0,5 mm. À l'opposé, dans des conditions atmosphériques turbulentes, il faut que le poids soit plus important, et le diamètre d'une goutte de pluie peut alors atteindre 3 mm. À côté de ces tailles typiques, le diamètre d'une gouttelette de nuage varie de quelques microns à une centaine de microns. Pour que la gouttelette tombe, et donc qu'il y ait potentiellement pluie, il faut donc que les gouttelettes dans les nuages grossissent d'un facteur 10 à 1000 en fonction de la turbulence dans le nuage. Il y a deux phénomènes météorologiques qui peuvent permettre cette augmentation de volume et donc de poids. Le premier est relativement facile à comprendre. C'est le phénomène de captation. C'est-à-dire que les microcristaux de glace ou les gouttelettes vont s'amalgamer à l'intérieur d'un nuage pour finir par gagner en masse. La captation est aussi appelée coalescence, et c'est schématiquement la fusion de plusieurs gouttelettes pour n'en former plus qu'une. En se déplaçant, y compris lors de la chute, les plus grosses gouttelettes vont absorber les plus petites, et quand elles deviennent trop lourdes pour être portées par les courants ascendants, elles finissent par retomber, et vont ainsi pouvoir absorber à nouveau d'autres gouttelettes sur leur passage. Ce phénomène s'applique également pour les cristaux de glace. Le deuxième phénomène qui peut amener à des précipitations, c'est l'effet Bergeron. Pour comprendre l'effet Bergeron, il faut savoir ce qu'est l'eau surfondue. On l'apprend à l'école, l'eau se solidifie à 0 degrés Celsius, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, dans des situations très spécifiques, l'eau peut maintenir son état liquide jusqu'à des températures de près de moins 40 degrés. C'est ce qu'on appelle l'eau surfondue. Comment une eau peut-elle rester liquide alors qu'elle a passé son point de solidification? C'est une question qui agite encore la communauté scientifique. Mais l'hypothèse qui tient la corde est que pour qu'un liquide se transforme en solide, il faut un noyau de condensation, c'est-à-dire un endroit où les cristaux commencent à se former avec un agencement entre eux bien spécifique. Si l'eau contient des impuretés, les cristaux se forment autour d'elle. Mais si l'eau est pure, elle reste liquide bien en dessous de son point de congélation. Dans les nuages, les aérosols peuvent jouer ce rôle de site de nucléation, au même titre que les cristaux de glace déjà présents dans le nuage. Revenons un instant sur le diagramme des phases de l'eau. À des températures négatives, jusqu'à au moins -20 degrés Celsius, nous devons considérer que l'eau peut rester liquide et que la frontière liquide-solide coexiste avec la frontière solide-gaz. Comme le montre la figure du diagramme des phases de l'eau, ces frontières ne sont pas confondues et l'équilibre liquide-gaz est à une pression partielle supérieure que l'équilibre solide-gaz. C'est dans ces conditions de température et de pression que l'on s'attend à trouver le processus de Bergeron. Au départ, les gouttelettes d'eau liquide surfondue sont en équilibre avec l'air ambiant. On est à l'équilibre liquide-gaz, c'est-à-dire que la pression de vapeur est la pression de vapeur à saturation. L'humidité relative de l'air est de 100%. À ce stade, il n'y a plus d'augmentation du nombre de gouttelettes d'eau liquide. Elles peuvent éventuellement grossir par coalescence. Dans ce volume, imaginons maintenant l'introduction d'un cristal de glace. C'est possible.
dans les nuages à ces conditions de pression et de température. Alors que la pression de vapeur ambiante est initialement saturée par rapport aux gouttelettes d'eau, elle est sursaturée par rapport au cristal de glace. Pour revenir à une humidité de l'air relative ne dépassant pas 100%, les molécules de vapeur d'eau atmosphérique entourant immédiatement le cristal de glace commencent à se déposer sur la surface du cristal de glace par dépôt de vapeur. Cela se produit parce que la vapeur d'eau n'est pas en équilibre sur la surface du cristal de glace. Pour atteindre l'équilibre, les molécules de vapeur d'eau se déposent sur le cristal de glace afin de réduire la pression de vapeur de l'air ambiant. Le cristal de glace grossit. Lorsque les molécules de vapeur d'eau se déposent sur le cristal de glace pour atteindre l'équilibre sur la surface du cristal de glace, les gouttelettes d'eau liquide entourant le cristal de glace ne sont plus en équilibre avec l'air ambiant. Pour que les gouttelettes d'eau liquide restent en équilibre, les molécules doivent s'évaporer de la surface du liquide pour augmenter la pression de vapeur de l'air ambiant. On revient alors à une situation de déséquilibre autour du cristal. La pression de vapeur supplémentaire entourant le cristal de glace à la suite de l'évaporation des gouttelettes d'eau liquide favorise le dépôt de vapeur à la surface du cristal de glace. Ce dépôt de vapeur entraîne la croissance du cristal de glace dans cet environnement sursaturé par rapport à sa surface. Alors que la vapeur d'eau atmosphérique continue à se déposer sur le cristal de glace, les gouttelettes d'eau environnantes continuent à s'évaporer pour maintenir l'équilibre. L'évaporation de ces gouttelettes les fait rétrécir et finalement disparaître, car toutes les molécules d'eau migrent vers le cristal de glace. Et si le cristal de glace grossit suffisamment, son poids devient supérieur aux forces du vent ascendantes et il précipite. Le processus de Bergeron est l'un des principaux mécanismes des précipitations. Bien que de nombreux autres processus nuageux soient également responsables des précipitations, ce processus joue un rôle important dans la croissance des cristaux de glace. Ces cristaux peuvent former une variété de différents types de précipitations qui incluent, mais ne sont certainement pas limités à la pluie, le grésil, la neige, la pluie verglaçante, la neige fondue.